Par un matin ensoleillé de juin à Paris, Guillaume et moi sommes partis pour une balade à vélo depuis nos appartements respectifs du 9e arrondissement. Il glissait devant moi sur un vélo élégant, gris anthracite, qui semblait cher et scandinave. Je traînais derrière sur un vélo de ville vert et encombrant. Nous sommes passés devant la crèche où nous déposions autrefois notre bébé franco-américain, et nous nous sommes dirigés vers la Seine. Sur deux roues, Guillaume se déplaçait comme un requin dans l'eau, sans effort. Il avait été coursier à vélo. Nous nous sommes arrêtés au feu rouge près du Chipotle, où j'avais pleuré devant un panier en plastique de tacos mou le soir, où Guillaume m'avait annoncé qu'il demandait le divorce. Vas-y doucement, ai-je dit. Ne me fais pas tuer. Il a ri. Promis. Nous étions en route pour le commissariat de police afin de demander l'autorisation de sortie du territoire pour notre fille de 5 ans. Elle n'est pas autorisée à prendre un vol international sans cette préapprobation bureaucratique. Au moment le plus difficile de notre divorce, je l'avais accusé de faire la fête de manière irresponsable. Il avait dit que je représentais une menace d'enlèvement. Dans les séparations conflictuelles, la vérité se situe généralement quelque part au milieu. Quand nous étions encore une famille, je faisais rarement du vélo dans Paris, sauf pour une sortie occasionnelle le dimanche. Cela semblait trop risqué, et je m'aventurais de toute façon rarement au-delà de mon quartier de la Rive droite. Mais après le divorce et la décision du tribunal français instaurant une garde alternée, je me suis retrouvée dans une terre étrangère, faite de longues heures sans enfant. Tandis que ma vie parisienne s'étendait, le vélo est devenu un moyen pratique d'explorer la ville. Et ce faisant, j'ai aussi redécouvert un sentiment de joie juvénile. Filant à travers le trafic, téléphone hors de portée. Le feu a changé et nous avons démarré, passant devant la brasserie où nous nous étions assis en terrasse pour commander des huîtres sur glace. Avant de vivre ici, quand nous habitions encore à Brooklyn et que nous n'étions que de passage. À l'époque, chaque store rouge, chaque chaise gâtie et chaque serveur en nœud papillon me séduisait. Ceci pourrait être ta maison. Je pensais à cette époque, quand l'avenir semblait baigné de possibilités, alors que nous passions devant l'escalier caché menant au calme du Palais Royal. Mes yeux oscillaient entre la rue, à l'affût des nids de poules, et la courbe des omoplates de Guillaume sous un t-shirt gris chiné. Je ne pensais pas au but de notre trajet. À la place, mon esprit dérivait vers le vélo sur lequel il était penché sur le quai du métro de Brooklyn le soir de notre première rencontre. « Peux-tu me dire quel train va vers Manhattan ?» avait-il demandé. Son vélo avait un pneu crevé. J'avais désigné la voie en direction de l'ouest. Quand le train est entré en gare dans un fracas métallique, je me suis retournée vers lui. Ses yeux ne m'avaient pas quitté. J'ai fait un clin d'œil et un signe de tête vers notre rame. Ma peau a frissonné alors qu'il faisait rouler son vélo dans le wagon derrière moi. Nous allions garder ce pneu crevé comme souvenir. J'ai pensé à un autre souvenir, un peu plus tard, sur ce même quai. J'ai rougi, et j'ai commencé à me détourner de lui. Il a pris mon visage entre ses mains et a embrassé mes joues doucement. Il m'a fait croire que ce n'était pas une mauvaise chose de ressentir le monde si intensément. Nous avons pédalé devant le Louvre, mon vieux taco cahotant sur les pavés. J'ai pensé à la fois où nous avons traversé le pont de Manhattan sur un scooter. Nous ne portions même pas de casque. Le ciel était d'un noir d'encre, tandis que Guillaume me parlait de sa famille, de sa mère originaire de Majorque et de sa complicité avec sa sœur. J'avais serré mes bras autour de sa taille, le nez blotti contre son dos, et j'imaginais rencontrer ces gens. Je n'envisageais pas comment ils finiraient par briser la famille que nous formions ensemble. Dans la salle d'attente du commissariat, il y avait une aire de jeu avec des piles de livres colorés et 2 distributeurs automatiques, l'un pour le café et l'autre pour le jus d'orange pressé. Nous nous sommes assis sur un banc en bois. Depuis notre séparation 18 mois plus tôt, ces trajets au commissariat étaient les seuls moments où nous étions seuls ensemble. La guerre était terminée, remplacée par des banalités. Nous discutions de travail, mes ambitions littéraires, ses frustrations dans son emploi de bureau. Il avait auparavant possédé une entreprise de rénovation. « Tu vois quelqu'un » ai-je demandé, le souffle court. « Non » a-t-il dit. « Et toi » ? Je voyais un gars, mais ce n'est pas sérieux, ai-je répondu. Il est un peu déprimé après une rupture difficile. Tu ne veux pas de ça, a-t-il dit. Qu'il soit intentionnel ou non, son semblant d'instinct protecteur a fait battre mon cœur. Il a parlé de la mère fraîchement divorcée qu'il avait pris par le coude à la fête d'école de fin d'année. Mon estomac s'est noué. Je lui ai parlé du père célibataire qui s'attardait souvent près de la porte quand je déposais notre fille. S'il te plaît, ne sors avec aucune maman de l'école, ai-je dit. S'il te plaît,
Ne sors avec aucun des papas, a-t-il répondu. Marché conclu. La réceptionniste a appelé le nom de famille de Guillaume, ce qui me piquait chaque fois que je me rappelais qu'il n'était plus le mien. Nous sommes sortis du commissariat avec nos autorisations signées en main et avons dérivé de nouveau dans la lumière tamisée de la fin de matinée. Chaque fois que nous nous quittions, je me sentais obligée de dire quelque chose d'important. Pour tester ses sentiments, ou peut-être juste pour gagner un peu de temps. Tu veux prendre un café, a-t-il demandé. Bien sûr, ai-je répondu, reconnaissante pour cette demi-heure supplémentaire ensemble. Nous étions assis côte à côte sur des chaises tressées, observant l'effervescence du 6e arrondissement. Tandis qu'il tirait sur une cigarette électronique, nous parlions de notre fille, échangeant des anecdotes amusantes sur nos moments de parents célibataires avec elle. Malgré tout ce que nous avions raté, elle serait toujours notre plus belle réussite commune. De temps en temps, je sortais de mon corps et je nous regardais d'en haut. C'est donc à cela que ça ressemble d'être divorcés et d'élever un enfant ensemble. Je ne pensais pas aux appels rejetés à 6 heures du matin, quand j'étais désespérée de savoir pourquoi il n'était pas rentré. Je ne pensais pas aux disputes hurlées quand il se glissait enfin dans l'appartement après le lever du soleil. Au lieu de cela, je pensais à la façon dont son amour semblait autrefois inévitable et sans fin. Je pensais à la chance que j'avais eue, à quel point il pouvait être généreux, et à la façon dont les insécurités s'étaient accumulées pour tout gâcher. Aujourd'hui, je ne suis un juge sévère que lorsqu'il s'agit de moi-même. Parfois, je me demande ce que ce serait si nous pouvions être ceux que nous sommes maintenant, à l'époque où nous étions ensemble, ai-je dit. Moi, indépendante et heureuse. Toi, stable avec une routine solide. Je me demande si ça pourrait marcher. Il a à peine considéré mes paroles. Nous n'étions pas faits pour être ensemble. Certaines personnes sont des experts du cloisonnement. Tu pouvais voir je poire le bon que nous avions jeté avec le mauvais, même si je me trompais sur les proportions. Mais je lui ai laissé le dernier mot. J'avais depuis longtemps abandonné le besoin d'avoir raison, alors qu'il composait un code sur son antivol de vélo. Une autre chambre de son intimité dont je n'avais plus le mot de passe. Je restais là, immobile, mon cœur reprenant sa course familière. Les mots montaient dans ma gorge. Je ne pouvais plus les retenir. Je veux juste être capable de te voir et de ne pas aimer chaque partie de toi, ai-je dit. Il aurait pu dire n'importe quoi. Mais il ne l'a pas fait. Alors j'ai baissé les yeux. Même tes gros pieds. Je veux ne pas aimer tes gros pieds. Alors que d'autres larmes coulaient de mes yeux. Nous avons tous les deux ri. L'intimité de nos blagues privées ne pourrait jamais être effacée. Je ne pense pas que je ressentirai à nouveau la même chose pour quelqu'un, ai-je dit. Il a stabilisé le vélo entre nous. Ça t'arrivera un jour, a-t-il dit. Ça t'arrivera. Laisse juste faire le temps. Je suis tombée amoureuse de lui une dernière fois. Pour sa gentillesse, sa sensibilité, sa conviction que j'étais digne d'être aimée, même si ce n'était plus par lui. Plus tard cet été-là, j'ai traîné 2 valises géantes dans ma rue. Tout juste descendu du vol de nuit en provenance de New York, suivi d'un long trajet en taxi, je luisais de sueur sous le soleil d'août. Guillaume m'avait rejointe au bas de la colline, et je lui avais passé le relais, notre fille. Mes vacances étaient terminées et les leurs commençaient. Le soir même, il prendrait un vol pour Majorque. Quand je suis enfin arrivée devant ma porte, je pensais à l'aveuglement volontaire du voyage. Chose que je pouvais faire librement avec ma fille, depuis que Guillaume et moi avions fait cette expédition au commissariat. On doit oublier les douleurs du voyage. L'inconfort du siège du milieu et la lenteur fastidieuse au contrôle des frontières. Les trains ratés et les mauvais repas. La corvée du trajet depuis l'aéroport. On désapprend ces choses, et on sublime les souvenirs heureux, parce que sinon, on ne voyagerait plus jamais. Il peut en être de même avec l'amour. Choisir de voir ses relations ratées à travers des lunettes roses, atténuer le chagrin et l'agonie parce que la volonté d'aimer est plus forte. Alors que je faisais rouler mes valises dans l'intérieur frais de mon immeuble, me sentant épuisée, sans but et libre, j'ai pensé, bien sûr que je voyagerai à nouveau, bien sûr que j'aimerai à nouveau. La douleur est un prix dérisoire pour le voyage.